Vous regardez La Voix des minorités, merci pour votre fidélité. Bienvenue à suivre ce nouveau numéro de votre émission Entretien. Aujourd'hui, nous nous entretenons avec Johnson Ishara. C'est un jeune leader de la province du Nord Kivu, pourquoi pas de la République démocratique du Congo. Johnson, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir également invités. Johnson Ishara, vous étiez au Parlement de jeunes. Vous aviez un poste à la maison de jeunes. Alors, qu'est-ce que vous êtes devenu aujourd'hui? D'abord, je suis toujours Johnson Ishara, parce que je n'ai pas été qu'au Parlement. Je suis passé dans beaucoup de formations. Et je fais 3 ans au Parlement de jeunes, en train de diriger ces structures citoyennes. Et après 3 ans, il fallait qu'on organise dans l'histoire, pour la toute première fois dans l'histoire de ces structures en province, il fallait organiser des élections. Et j'ai organisé des élections auxquelles je n'ai pas été candidat à ma propre succession. Et aujourd'hui, le Parlement est dirigé par un autre collègue, camarade, maître Franck Bissika. Et après avoir fini mon mandat, j'ai signé un contrat avec le foyer culturel de Goma pour une année. Et à la fin de ce contrat, nous n'avons pas été disposés à continuer parce que le pays nous appelait pour d'autres responsabilités. Et aujourd'hui, je suis activement engagé dans le parti politique cher au sénateur Matata Pogno, où je suis membre fondateur du parti qui s'appelle Leadership et Gouvernance pour le développement. Et voilà, aujourd'hui, je suis le délégué pour la province du Nord Kivu. Ok, Johnson Ishara, pourquoi quitter un cadre humanitaire pour un cadre politique? Qu'est-ce qui vous avait motivé? D'abord, il faut comprendre qu'avant tout, on reste citoyen congolais. Ouais. Et il y a des moments où les circonstances varient avec les temps. Je suis passé dans le mouvement citoyen, comme vous le savez, porte-parole de la nouvelle société civile, président du Parlement des jeunes, ce qui veut dire que nous avons été sur la première ligne des gens qui ont défendu le droit des autres et comprendre le problème enfant. Et aujourd'hui, les limites auxquelles notre pays est exposé, et également nous en tant qu'acteurs de la société civile, c'est de voir que nous pouvons tellement crier, nous pouvons faire de mémos, nous pouvons mener de plaidoyer. Mais si de l'autre côté, il n'y a pas une volonté de vouloir raconter le problème social, eh bien rien ne va changer. Hier, nous avons été dans la rue pour décrier la médiocrité. Mais le problème ici, c'est que si nous restons dans la rue en train de décrier la médiocrité, sachant que le médiocre a toujours été solidaire, donc nous risquerons d'être éternellement dans la rue. Et donc moi, je donne le conseil. Vous découragez le jeune ami. Non, je ne décourage pas, mais je rappelle tout simplement, autant il faut mener le combat pour les respects de nos libertés, autant il faut qu'il y ait des hommes et des femmes très courageux qui doivent également faire la politique, parce qu'ils comprennent enfin le problème et ils sont en mesure de proposer des solutions. Mais mon inquiétude ici, si on ne le fait pas aujourd'hui, c'est que nous allons rester dans un cycle de tension de la rue et le pays ne se gère pas en fonction de la rue. Alors Johnson, est-ce qu'on peut dire que dans la rue, il n'y a pas d'argent et il n'y a que l'argent dans la politique? Parce que quitter le mouvement citoyen, les parlements de jeunes directement dans la politique? Bon, parler de la rue, parler de la politique et coller directement de l'argent, je ne sais pas qu'est-ce qui est caché derrière cette question, mais je vais te dire que le combat au départ n'est pas motivé par le petit gain qu'on peut avoir. Le combat au départ, c'est de sauver d'abord la patrie. Et la patrie, c'est le combat qui s'est fait par tous les acteurs de la société civile qui se battent sur plusieurs fronts. Et je ne sais pas s'ils sont motivés par l'argent, parce que moi, tout le temps que j'ai mené ces combats au sein de toutes ces structures, il n'y a aucun moment où ma motivation était liée à l'argent. Et aujourd'hui, faire la politique, parce qu'on veut avoir de l'argent, on finit par être voleur, on finit par être détourneur. Et on n'a pas besoin de cette classe politique, on a besoin des hommes, de Congolais comme de femmes, qui s'engagent pour servir la nation et ne pas pour gagner de l'argent. Alors, je me suis renseignée un peu. Johnson Ishara, hier, vous étiez dans Goshen. Vous aidiez les femmes à acheter la pomme de terre de Massissi à moindre prix. Et aujourd'hui, directement avec Matata Pogno. Est-ce que c'est de l'opportunisme?
En fait, si vous voulez tout creuser sur tout ce que j'ai déjà fait et ce qui reste à faire, je pense que vous risquerez d'écrire... Non, on est en train de parler de vous. L'émission Entretien, ça parle de... Ne vous en faites pas, je vais y arriver. Vous risquerez d'écrire tout un tome de cette histoire, de ces parcours-là. Et là, je fais allusion à Goshen. Alors, Goshen, j'étais directeur pays. Okay. C'est une organisation qui intervient dans le peace building, dans l'agriculture, dans la nutrition, mais également dans la lutte contre les explosifs. Nous avons mené ce travail-là. Et il a plu aujourd'hui que quand vous avez déjà une casquette politique, donc il faut éviter du méli-mélo. Donc méli-mélo, c'est au même moment être un acteur politique et être directeur pays pour une organisation humanitaire. Donc c'est de droit de dire je suis très disposé pour des moments de consultance à partager mes expertises, mais pour le moment, j'intègre d'abord la politique pour éviter aussi de ne pas causer préjudice au texte des organisations humanitaires. Donc il n'y a rien qui a changé parce que pour Goshen, le travail continue avec tous les autres, sauf moi parce qu'on était dans toute une équipe et l'équipe va continuer à faire ce travail-là. Parce que les ans passent, les institutions restent. Vous êtes bien défendu. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de Johnson Ishara aujourd'hui? Est-ce que vous êtes un humanitaire, un politicien, un cinéaste? Qu'est-ce qu'on retient de Johnson Ishara? Ce qu'il faut retenir de Johnson, c'est que c'est un citoyen congolais, disposé à servir son pays chaque fois que cet appel est fait. Et aujourd'hui, je vais vous dire, par exemple, vous me parlez que des affaires humanitaires, mais en étant comme acteur politique, il n'est pas interdit au même moment de partager même ses expertises humanitaires en cas de besoin. Il n'est pas interdit que quand on est acteur politique, quand il y a une demande de votre expertise, même dans le secteur de la culture, d'en faire. Madame, parce que même en étant acteur politique aujourd'hui, on continue à soutenir les jeunes qui font du génie en herbe. Et il n'est pas interdit. Donc, l'homme lui-même, avec son cerveau, il est plus puissant qu'un ordinateur. Donc, il peut être à mesure de mettre ses expertises, ses compétences au service de la nation. Ce n'est pas que parce qu'on est acteur politique qu'on quitte notre planète ou qu'on devient sur une autre planète. Avant tout, le dénominateur commun, c'est qu'on reste congolais. Et en étant congolais, il faut répondre chaque fois que le pays a besoin de vous. Si le pays m'appelle demain encore à partager mes expertises dans la culture, je vais le faire. Si le pays m'appelle pour partager mes expertises dans l'engagement citoyen, eh ben je vais le faire. Mais je vais tout simplement éviter, ce qu'on demande aux acteurs politiques, c'est d'éviter de ne pas politiser toutes leurs actions. Et donc c'est ça, cette approche-là. De l'autre côté, quand vous y êtes... dans ce sens. Bon, les changements, en fait, ce n'est pas le discours. Les changements, c'est une attitude, c'est un comportement. Et comme je suis en train de vous dire, on peut le faire tout en faisant autre chose, mais on évite qu'on ne soit pas en train de politiser les petites actions ou les grandes actions qu'on peut faire de l'autre côté. Et c'est de la bonne guerre politique et c'est de la bonne guerre sociale également. Alors, faisons un tour dans les passés. Nous avons vu Johnson Ishara mener un combat contre Guy Kibira, le président du Conseil provincial de la jeunesse. Alors, du coup, il y a eu un silence radio. Est-ce que c'est parce que Johnson Ishara est devenu politicien? Et aujourd'hui, est-ce que vous parlez avec Guy Kibira? Bon, d'abord, je vais préciser une chose. Je n'ai jamais mené un combat contre la personne de Guy Kibira. Je mène toujours le combat pour le respect de nos textes. Je menais le combat contre la violation de la Constitution quand le président Kabila était au pouvoir. C'était pour le respect de la Constitution. Je menais le combat pour que les textes du Conseil provincial de la jeunesse soient respectés. Et que, voilà, à sa tête, il y avait messieurs, tels que vous venez de le dire, que nous avons dit que contre tous les textes, il était en train de les piétiner. Et qu'en tant que jeunes, c'était quand même inadmissible que nous soyons en train de parler à nos pères jeunes du respect des textes. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui piétine sur nos textes. Il était également aberrant que nous donnions des leçons sur l'engagement citoyen, sur le respect de la Constitution aux politiques. Et pourtant, dans notre maison, ça ne va pas. Et voilà pourquoi nous nous sommes mobilisés. Beaucoup de jeunes pour demander à ceux qui étaient à la tête du Conseil provincial de la jeunesse de respecter les textes. Mais vous aviez échoué parce qu'il est toujours président. Madame, moi je suis non-violent. Et les principes, parmi les 6 principes de la non-violence, on a toujours dit qu'il ne faut jamais précipiter les choses. Le combat pour la liberté est caractérisé mais aussi par... Mais il faut accepter, c'était un échec. Le combat pour la liberté est caractérisé par la patience, est caractérisé par l'endurance.
je continue à demander que ces textes soient respectés. Parce que ces textes étaient violés à tous les niveaux. D'abord, on est jeune selon la politique nationale de la jeunesse quand on a moins de 35 ans. Et on ne peut pas être quelqu'un qui dirige la structure des jeunes en ayant plus de 45 ans. Ça ne se passe pas. Et c'est le cas pour celui qui était là. On ne peut pas être... quelqu'un de 82 n'a pas 45 ans. C'est ce qu'il vous a dit, mais moi j'étais son conseiller technique. Et pendant 3 ans, j'étais conseiller technique. Donc, on peut souhaiter mentir de son âge comme un footballeur, mais la vérité reste... Vous êtes en train de dire que Guy Kibira a menti à la population dans cette émission? Moi, je vous dis tout simplement que M. Guy Kibira sait lui-même qu'il a plus de 45 ans. En tant que conseiller technique, ça vous dit quelque chose, madame. Et moi, j'interdis à ce que les gens, pour de petites opportunités, ne devraient pas quand même changer leur âge. Avoir 45 ans, c'est la gloire. En fait, il fallait dire gloire au Seigneur et ne pas dire que vous avez plus de 45 ans et vous dites que vous avez 38 ans. Au même moment, vous avez 38 ans, on veut nous ramener dans l'histoire, par exemple, de Mobutu, si vous ne le savez pas. On nous dit que Mobutu est né en 1930. Mais entre-temps, quand vous cherchez l'histoire de sa parenté, vous tombez sur des informations qui vous donnent que sa mère est née en 1925. Donc, comme qui dirait que sa mère lui a donné naissance en 5 ans. Mais quel insolite de l'histoire. Donc, on doit éviter de mentir sur l'âge. Et tout le monde le sait. Nous avons également refusé que M. Kibira continue à gérer. Il vous a dit dans cette émission que le mandat était de 5 ans. Oui. Mais c'est faux. La politique nationale de la jeunesse donne le mandat de 3 ans. Les 2 ans là, il a trouvé ça où? Donc, il a fait combien de mandats en 11 Ce qui veut dire qu'il est entré en fonction en 2011. Ouais. En 2014, c'était fin mandat. Et à ce moment-là, nous étions ensemble. Nous avons dit, on organise les élections pour mériter la confiance des gens. Il a fait ce qu'il pouvait. Il n'avait pas de moyens pour organiser l'Assemblée générale. Non, mais déjà, si vous n'avez pas de moyens, vous devez démissionner. Quand vous finissez votre mandat, vous n'avez pas de moyens, vous démissionnez. Et puis, si vous n'avez pas aussi de moyens, ça veut dire que vous êtes incompétent de gérer votre structure. Ce n'est pas que le politique qui doit donner de l'argent, mais également c'est votre esprit managérial de trouver le partenaire. Et puis même pour organiser les élections, les jeunes des territoires qui vont nous suivre et qui sont en train de nous suivre étaient prêts de se prendre en charge à tous les niveaux. Les transports, le logement, restauration, ils viennent à Goma. D'autres jeunes dans lesquels moi je faisais partie, ces courants qui voulaient les élections à tout prix, nous étions prêts à organiser logistiquement dans la ville de Goma. Donc cette élection pouvait également avoir lieu sans utiliser nécessairement beaucoup de moyens. Donc la raison là de moyens, ça ne passe pas. Et que le fait qu'il avait aussi dépassé le mandat depuis 2014, nous avons dit non. 2015, plus de 55 organisations avaient signé pour demander le départ de M. Guy. Et à ce moment-là, nous, par exemple, nous avons cessé de le considérer comme le président du Conseil provincial de la jeunesse. Mais il est toujours là-bas, il est soutenu par qui? Troisièmement, je vais y arriver. Cette question revient toujours et je vais également y arriver. Troisièmement, ce qu'on a refusé, que dans une province qui est réputée comme ayant une jeunesse très dynamique, que nous puissions quand même avoir quelqu'un qui prend en otage notre structure. Et vous êtes là, madame, vous êtes une journaliste professionnelle. Ouais. Connaissez-vous le vice-président de M. Guy Kibira? Non. Son secrétaire exécutif? Non. Pas du tout. Et nous avons refusé qu'on puisse individualiser la structure. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez du CPJ, vous voyez qu'un seul monsieur. Comment il faut l'atteindre? Il faut l'appeler seulement au téléphone. Donc il n'y a pas de bureau, mais il y a un bureau. Il n'y a pas un bureau, madame. Ce bureau qui a été construit par Pli de Monisco, c'est un bureau aujourd'hui occupé par les militaires. Parce que quand le conseil devrait occuper ce bureau-là, M. Kibira a dit qu'il n'y avait même pas de matériel pour ce bureau-là. Et pourtant, l'histoire nous en dira encore plus. Nous avons encore des fiches, de la remise, des kits de bureaux que le PNID nous avait doté. Donc, un jour, on va revenir pour nous dire qu'on nous dit il fera un discours bilan. Alors, est-ce qu'il est maintenant plus fort, il est soutenu par qui? Là, c'est là que je vais vraiment attirer votre attention. En 2015, quand le combat du départ de l'organisation des élections a commencé au Conseil, M. Kibira a profité d'un discours. Il a dit aux politiques à ce moment-là, bon, malheureusement, aussi naïf, qui ne voulait pas comprendre la réalité des terrains, il a dit qu'il était combattu par
les jeunes qui ne sont pas originaires de la province et qui tiennent à tout prix à déstabiliser la province. Vous entendez ces discours-là? Son argument pour rester au pouvoir. Son argument, et malheureusement, de l'autre côté des politiques, ils ont dit, bon, mais on voit, et on a commencé à indexer les gens. Et alors, ils ont qui dit, sont ces jeunes qui ne sont pas originaires? Ils sont très nombreux. Mais le problème là, c'est ce fait. Alors d'abord, vous êtes originaire du Nord Kivu. Ces mêmes jeunes-là ne connaissent même pas ces débats d'origine des provinces. Je suis fier de là où je suis né. Je suis né dans les territoires décalés, dans la province du Sud Kivu, madame. Toute mon enfance, c'est dans cette ville. Tout ce que j'ai servi, c'est cette province. Alors si quelqu'un arrive aujourd'hui à me dire qu'il est plus originaire de cette province que moi, je m'en moque. Ces débats-là devraient quitter dans les têtes de jeunes et de se considérer comme Congolais. Et c'est le débat que moi je fais aujourd'hui. Alors, qui soutient Guy Kibira? C'est ça ma question. Là, c'était le premier discours. Ouais. Il a dit que c'était des jeunes originaires d'une autre province. Il y a une deuxième vague qui est venue. Cette fois-ci, c'était une vague de soi-disant des enfants du Nord Kivu. On a vu de jeunes se mettre ensemble et dire, nous voulons cette fois-ci, il s'agit de nous, il ne s'agit pas de ceux-là que vous avez dit. Et il revient encore, il dit, ces jeunes sont manipulés par le mouvement citoyen, l'opposition. Et comme, c'est pourquoi j'ai dit, le problème c'est le fait que le Messie soit au même moment président du Conseil provincial de la jeunesse et au même moment protocole d'État. Protocole d'État, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire mais il est devenu protocole d'État il n'y a pas longtemps. Non, c'est depuis 2012 qu'il est protocole d'État, madame. Okay. Vous ne le savez pas peut-être, mais depuis Julien Paluku, il est là en train de servir comme protocole d'État. Et nous avions dit, on ne peut pas quand même au même moment être quelqu'un qui essuie les chaises de ministre et être le président de la jeunesse. C'est une aberration. Et les temps que vous êtes protocole d'État, donc à tout moment vous êtes avec ces politiques-là. Et tout ce que vous allez leur dire, c'est d'accord. Et c'est ce qui a fait ce qu'il y a certains jeunes ici qui ne peuvent jamais rencontrer le gouverneur par des voies officielles. Parce que le protocole d'État, pour organiser votre rencontre avec le gouverneur, ça pose problème. Et ils ont créé toute une écurie là de gens qui se disent, en tout cas, ce sont des jeunes compliqués. Alors, mais ce n'est pas un discours pour demander aux gens d'être... alors là c'était juste une parenthèse. On a fait juste un tour dans les passés en parlant des élections au Conseil provincial de la jeunesse. Alors nous allons parler de Johnson Ishara qui est devenu aujourd'hui politicien. Alors vous êtes parmi les cadres en Provence qui accompagnent Matata Ponyo. Alors pourquoi Matata Ponyo à la présidence 2023? Cette question peut être répondue par une autre question. Pourquoi pas Matata Ponyo alors? Moi je demande pourquoi Matata Ponyo. Et moi je réponds et c'est moi qui pose des questions. Ne vous en faites pas, ça c'était également une parenthèse, parce que le journaliste n'a pas le monopole de bonnes questions. Alors, Matata Ponyo, nous, pour le moment, nous pensons que c'est l'homme de la situation aujourd'hui. L'homme de la situation, c'est par rapport d'abord à son background, son expérience, son passé, ce qu'il a eu à faire comme Premier ministre, comme ministre également des Finances, comme directeur de la BUSECO. Et aujourd'hui, nous pensons qu'au-delà de tout ça, il y a aussi des caractères personnels qui devraient nous attirer sur certains acteurs congolais. Comme quoi? Et par exemple, la rigueur, madame. La rigueur, la volonté d'un travail bien fait. Également, ces disciplines personnelles. Matata, c'est pratiquement ce monsieur qui a fait le tour du monde dans beaucoup de pays pour partager des expertises dans la gestion de la chose publique. Et il a été réputé de ce côté-là. Mais malheureusement, quand vous rentrez chez nous, on sent que, au lieu qu'on puisse le considérer comme un symbole, par exemple, du leadership, des qualités transformationnelles, le symbole de la bonne gouvernance de la chose publique, on cherche alors à les diaboliser. Mais qu'à cela ne tienne. On cherche à les diaboliser comment? Si vous voulez, on peut y arriver. Oui. Donc, nous pensons aujourd'hui que les temps aujourd'hui, avec tout ce que nous avons suivi sur l'histoire du Congo et les parcours même de beaucoup d'acteurs politiques, Matata Ponyo serait alors l'homme de la situation, comme je l'ai dit. Alors, il y a eu beaucoup de débats autour après qu'il ait quitté l'FCC, après qu'il ait quitté le PPRD, après qu'il ait refusé aussi d'adhérer dans l'Union sacrée. On a commencé maintenant à diaboliser sa personne, à les traitant de tout le monde. Et que tous ces dossiers-là, ce soit par exemple
à tous les dossiers aujourd'hui de la justice qui traînent à évoluer. Il est parmi les rares Congolais aujourd'hui qu'on interdit de quitter Kinshasa. Pour quelles raisons? Difficile de dire. Et nous pensons que tout ça, ce sont difficile de dire comment pendant qu'il a un background avec la justice. Lequel, madame? Par exemple, le dossier Bukanga Lonzo et... Mais le dossier Bukanga Lonzo a été clos. Vous le savez comment? Parce que vous êtes journaliste. La Cour constitutionnelle s'est prononcée en disant qu'elle n'était pas compétente de juger quelqu'un de la carrière de l'ancien Premier ministre. Ça veut dire qu'on dit ça, c'est-à-dire que le dossier est abandonné. Et on a transmis, la Cour a transmis une lettre au Sénat pour que le Sénat prenne acte des immunités qui doivent revenir de droit aux sénateurs. Mais jusqu'aujourd'hui, ces immunités ne sont jamais retrouvées. Et jusqu'aujourd'hui, les sénateurs, il est bloqué à Kinshasa, il ne peut pas se déplacer. Est-ce que c'est toujours la même justice ou c'est une justice à deux poids, deux mesures? Mais malgré tout ça, le sénateur Matata, il a également l'esprit de Nelson Mandela. Mais Nelson Mandela ne s'était pas vengé contre tous ceux qui l'ont gardé en prison pendant 23 ans. Parce que tout ce qu'il avait besoin, c'est l'arc-en-ciel. C'est-à-dire tous les Sud-Africains, de couleurs blanches comme de couleurs noires, devraient se mettre ensemble pour faire avancer le pays. Et aujourd'hui, le Congo a besoin d'un leader capable de mobiliser toutes les intelligences sociales pour dire, oublions ce qui nous a opposés hier, mais mettons-nous ensemble pour avancer. Et aujourd'hui, c'est un discours, également une attitude qui est incarnée par le sénateur Matata. Et que nous pensons qu'on ne doit pas seulement rester en train de se plaindre, mais c'est de dire, nous devons aussi également accompagner certains de nos concitoyens qui ont été très vaillants et qui demeurent vaillants. Alors, en tant qu'économiste qualifié, Matata Mponyo, vous ne voyez pas qu'il serait mieux gouverneur de la Banque centrale pour réguler la monnaie? En tant qu'économiste qualifié, il a fait ses preuves à la BCECO, il a fait ses preuves au ministère de Finances, il a fait ses preuves à la primature. Et en tant qu'économiste qualifié, moi je l'attends plutôt qu'il soit président de la République. Pourquoi? Parce que les économistes, moi je suis de la formation de l'économie. La chance que nous avons, c'est avoir la maîtrise de la politique d'anticipation. C'est-à-dire, on ne se limite pas seulement à entendre qu'un problème arrive pour qu'on puisse crier. Sinon, on serait en train de gérer le pays dans les agitations. Sauf si je me trompe, Sarkozy est un économiste. Barack Obama a fait de l'économie également et du droit. Donc à un moment, vous allez vous rendre compte que l'approche de certains chefs d'État qui ont fait l'économie, c'est une approche concentrée sur la rationalité. Alors, si vous avez quelqu'un comme Matata, qui a fait l'économie, qui sait anticiper le problème congolais, sociaux, économiques, des problèmes également sécuritaires, ça va nous épargner parce que la gestion est basée sur la loi de l'offre et de la demande. Il faut seulement contextualiser ça. Qu'est-ce que le peuple a besoin? Quelle est notre capacité de répondre aux attentes de notre peuple? C'est justement le principe de la loi de l'offre et de la demande et qui est expérimenté maintenant politiquement par des gens qui maîtrisent ça. Et moi, je pense qu'il ferait mieux aujourd'hui qu'il soit président de la République et ça sera sous la satisfaction de notre peuple. Alors aujourd'hui, Johnson Ishara est derrière Matata Mponyo. Alors vous lui suivez pour qu'il puisse vous donner un poste dans l'avenir ou par conviction? Vous avez parlé de tout le poste que j'avais eu. Donc je ne sais pas si j'avais suivi quelqu'un. Oui, vous êtes nouveau dans la politique. Vous devrez avoir besoin d'un poste. Est-ce qu'on peut dire c'est pourquoi vous suivez Matata Mponyo? Vous avez dit, je suis en train de revenir, vous avez rappelé aux téléspectateurs le poste que j'avais occupé. Ouais. Je tiens à rassurer mes compatriotes que ces postes-là, je ne les avais pas obtenus parce que je suivais quelqu'un derrière. Je les avais obtenus parce que la nature a estimé que j'avais des compétences pour le faire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, suivre Matata, c'est parce qu'on a besoin d'un poste? Ce n'est pas ça, madame. D'abord, je vais dire, on ne suit pas la personne. On suit la vision. Et cette vision-là, c'est ce changement du Congo. Cette vision-là, c'est d'avoir également une économie émergente. C'est d'avoir un pays qui doit être respecté même au-delà de nos frontières. C'est d'avoir une justice équitable et distributive. C'est d'avoir également l'éducation qui fonctionne dans les meilleures conditions possibles. Alors, si cette vision-là est incarnée par un individu, voilà pourquoi nous pensons aujourd'hui qu'il faut
Ce n'est pas seulement moi. Il faut que tous les compatriotes, tous les Congolais se décident aujourd'hui d'accompagner cette vision incarnée par le sénateur Matata. Ceux qui vont venir pour avoir des postes, ceux qui vont être décis. Parce que comme le sénateur Matata l'a dit, pour lui, ce qui compte, c'est la compétence. Donc, vous êtes compétent il y a un problème et vous avez une solution, vous êtes à mesure de vous mettre au travail pour rencontrer ce problème-là, eh bien, vous serez la personne qu'il faut mettre à la place qu'il faut. Mais si au départ, vous êtes animé pour dire « je viens pour avoir des postes », donc vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Et moi, je ne suis pas de ces côtés-là. Donc, ne vous en faites pas que même demain après-demain, on vous annonce le fédéral du parti au niveau de la province et que ça ne soit pas moi. Ne pensez pas qu'il va y avoir, des comportements de mécontentement. Non, nous avons dit ce qui importe pour nous, c'est de mettre aujourd'hui les vrais Congolais, les guerriers congolais, les compétents congolais à leur place pour qu'on fasse booster les choses. Si certains pays ont essayé, pourquoi pas nous? Et si ils ont réussi avec cette approche, donc nous devons aussi réussir parce qu'enfin, on n'est pas un pays maudit quand même. Nous sommes un pays béni. Et cette bénédiction, nous allons la consolider quand nous allons nous mettre ça en tête et nous allons laisser à ce que chaque Congolais puisse s'asseoir à sa place. Alors, nous avons vu Matata Mponyo aller rencontrer Martin Fayoulou. Alors, vous allez évoluer dans l'opposition parce qu'on l'avait précisé même lors du congrès. Est-ce que Matata Mponyo n'est pas à mesure de gagner ces élections sans soutien de l'opposition? Matata Mponyo est parti voir Martin Fayoulou. Ça s'appelle de l'élégance politique, madame. Parce que quand Matata a quitté même le FCC, quand il a quitté le PPRD, il est parti voir le président de la République pour proposer des pistes par rapport à la gestion de la Covid. Cette actualité n'avait pas fait débat au pays. C'est de l'élégance politique. Ce qui veut dire, cher compatriote Martin, je viens de mettre en place un parti politique et voici le courant que moi je décide d'emboîter. Ça n'a rien de... Pourquoi il n'a pas fait ça avec Kabila? Pourquoi il n'a pas fait ça avec Félix Tshisekedi? Il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini, madame. Il n'a rencontré que Martin Fayoulou. Ah, donc il va les rencontrer aussi. Il peut les rencontrer, il est libre. Okay. Mais on ne peut pas... Non, là vous êtes en train de nous donner son programme directement. On ne peut pas programmer son agenda et anticiper. Mais tout ce que je sais, Matata, c'est un homme d'État. Il peut rencontrer tout le monde pour parler des bonnes causes de la nation. S'il faut rencontrer Kabila, il est très libre de le faire. Parce qu'en réalité, il a dit même ça dans son interview, il avait quitté le FCC en très bonne relation avec l'autorité morale. Il a quitté le PPRD en informant l'autorité morale que moi je me retire. Et à tout moment, il est prêt, il peut même aller les rencontrer. Il peut également rencontrer, il peut le faire parce qu'il a déjà fait le président Félix Tshisekedi. Et il a même dit ça dans son interview à la radio Kapi, qu'il est en très bonne relation avec le président de la République. Donc, allez voir Martin Fayoulou, qui a été candidat président de la République, qui a été le président de la Mouka et porteur du flambeau de l'opposition. Eh bien, c'est de l'élégance politique d'aller dire « je suis également dans ce combat-là ». Et que les débats sur la coalition, ce sont des questions qui ne sont pas encore sur la table. Alors, quelques mois avant les élections, quelques mois avant 2023, un nouveau parti politique. Vous pensez vraiment gagner les élections avec quelques mois de mobilisation? En fait, ce n'est pas le parti politique qui gagne les élections. C'est l'expression populaire qui gagne les élections. Vous avez combien de membres? C'est le peuple congolais qui gagnera les élections en votant pour les sénateurs Matata, ces jours attendus. Donc, ce n'est pas que le parti qui gagne. Parce que si nous suivons ce chemin, la réalité et politique vous prouvera qu'il y a des gens qui peuvent soutenir une personne sans suivre tout ce que le parti a à son sein. Et aujourd'hui, ce n'est pas que parce que nous venons de voir le jour, quelques mois avant les élections, qu'on n'est pas convaincu. Madame, je vais vous dire que le même jour du lancement du parti, toutes les provinces étaient représentées. Toutes les provinces étaient représentées. Il y a eu lancement du site le même jour. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'adhérents. Donc, il y a une campagne maintenant d'implantation dans toutes les provinces qui commence d'ici là. Et vous allez voir l'engouement que ça va créer. Mais ici, je vais rassurer à nos téléspectateurs, ce n'est pas que le parti qui gagne les élections. Les élections sont gagnées par le peuple congolais. Aujourd'hui, si le peuple congolais décide, nous pouvons changer toutes les lignes, nous pouvons bouger toutes les lignes. Décide de dire, nous accompagnons M. Matata
jusqu'à l'aboutissement du combat. Eh bien, on va y arriver. Alors, qu'est-ce qui va changer avec Matata selon? Il y a beaucoup de choses qui vont changer. D'abord, nous allons reconquérir notre dignité. Nous ne sommes pas un peuple distrait comme certains pays sont en train de le dire, jouisseurs, danseurs. Nous sommes un peuple vaillant, nous sommes un peuple travailleur, nous sommes un peuple ayant de l'honneur et nous devons nous battre pour ça. Et tout commence d'abord par un système diplomatique qui est mis en place. Aujourd'hui, le pays doit également, au travers son économie, changer le social du Congolais. Changer le social du Congolais, c'est de maîtriser également, comme je vous ai dit, la loi de l'offre et de la demande. On ne peut pas penser faire monter notre budget national si nous sommes incapables de produire à l'intérieur. Eh bien, la production à l'intérieur veut à ce que nous puissions retravailler sur les systèmes d'exploitation de nos richesses. Et là, quand nous parlons des richesses en termes de ressources humaines, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'aller à plus de 100 millions d'habitants et c'est un potentiel immense que nous devons capitaliser, des ressources naturelles qui sont là. Et surtout, nous comptons sur ces ressources humaines. Parce que si l'homme est bien préparé, il est prêt à se prendre le monde. Donc, son économie, l'économie congolaise peut être transformée par l'engagement des Congolais et même au travail. Le système de l'éducation. La gratuité de l'enseignement a été lancée à l'époque par le gouvernement Matata Mponyo. Et la volonté était qu'on commence d'abord par construire les écoles. Et c'est de là que le programme de 1000 écoles est parti. Et il est sorti à la primature quand déjà il y avait plus de 700 écoles qui étaient déjà construites. Donc la gratuité, c'est de dire, il faut que les enseignants soient bien payés. Il faut que les enfants puissent avoir accès à l'école. Mais le plus important, quelles sont les conditions que nous avons préparées pour bien accueillir ces enfants-là? Il y a des écoles qui étaient, lors de l'ouverture, en lançant la gratuité, dans une classe avec la capacité de 40 personnes, on pouvait retrouver 120 élèves. Donc ça, ce n'était pas bien travaillé, mais il fallait aller progressivement. Et nous venons avec ce schéma-là et nous pensons qu'il y a beaucoup de questions qu'il faut rencontrer et ce qui va nous aider, c'est ce leadership de qualité que nous allons mettre dans toutes les actions qui seront posées en République démocratique du Congo, cette dimension de la bonne gouvernance qui doit être également parmi le pilier majeur pour notre redressement. Et enfin, nous allons atteindre notre point qui est le développement du Congo. Alors, je retiens seulement la bonne gouvernance. Merci Johnson Ishara d'avoir répondu à notre invitation parce qu'on n'avait que 30 minutes. Je sais, on n'a pas épuisé toutes les questions. On aura le temps de vous inviter encore, surtout que la campagne commence bientôt et vous êtes parmi les communicateurs et les responsables du parti des Matata Mponyo ici en province. Je vous remercie également et nous espérons que quand l'invitation nous sera adressée, nous allons encore une fois être là devant nos téléspectateurs pour partager. Merci, c'est la fin de cette émission Entretien sur Moutetesi Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes.